Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des 3 derniers cracks qui viennent de secouer les marchés financiers. Bien sûr le krach boursier, le krach des crypto-monnaies et puis le krach sur l'euro-dollar qui a continué. Alors évidemment ça va un petit peu mieux depuis quelques jours, c'est normal, hein, on a un petit rebond technique, tant mieux d'ailleurs, hein, pour ça permet de souffler, mais néanmoins la question reste entière, est-ce qu'on n'est pas face à une tempête qui va durer, des cracks qui vont se prolonger, des cracks à répétition? C'est effectivement le grand danger qui menace notre épargne et bien sûr on verra comment se protéger face à ces cracks durables. On terminera par ça avec des pistes stratégiques pour justement protéger notre épargne. Alors, on va commencer tout de suite avec, voilà, on va visualiser ces marchés boursiers. Là, ici, on voit la courbe bleue, c'est le Standard & Poor's 500, la courbe rouge, le CAC 40. Hein, donc, depuis 2020, on voit ici l'effondrement lié à la pandémie. Puis très vite, on l'a oublié, évidemment, hein, grâce à pléthore de dettes publiques, de planches à billets, donc d'injections de liquidités qui sont venues notamment financer cette dette publique et puis également alimenter la bulle boursière, oui, qui s'est reformée très très vite. Et donc fin d'année, vous voyez qu'on avait complètement oublié, on était largement au-dessus des niveaux de la pandémie. Mais voilà, et bien effectivement, il fallait bien que ça s'arrête. Hein, et depuis donc, le début 2022, les banques centrales, notamment la Réserve fédérale américaine, a commencé à dire, ça y est, on va arrêter la planche à billets, ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. C'est ce qui a justifié la baisse des marchés boursiers initialement. Après est arrivé évidemment cette guerre en Ukraine, donc, qui a alimenté cette déprime boursière. On a donc eu un premier crack. Et puis on a redémarré finalement, bon an, mal an. On voit que l'activité économique, malgré tout, résistait quand même. Et puis de nouveau, ça y est, on repart à la baisse. On se rend bien compte qu'on a des vrais dangers toujours sur l'inflation, bien sûr toujours sur la guerre en Ukraine, toujours également sur l'économie mondiale, notamment la Chine, on le verra tout à l'heure. Et donc voilà, on a cet effondrement. Donc voilà, quelques chiffres. Hein. Alors c'est que ça remonte un petit peu sur la fin de période, mais entre le début 2022 et puis aujourd'hui, vous voyez, moins 17,5% sur le CAC 40, moins 18,1% sur le Standard & Poor's, c'est quand même des baisses assez fortes. Si on fait un petit focus sur le CAC 40, on voit bien que depuis ces 7376 points du 5 janvier, et oui, la tendance est quand même nettement baissière. Il y a des tentatives de rebond technique, va-t-on dire, mais on voit bien que cette tendance est baissière, sachant qu'il n'y a plus de quoi soutenir aujourd'hui la bulle, il n'y a plus de planche à billets, et puis surtout, on est en train de dégonfler la bulle du numérique, qui a évidemment permis au marché boursier de flamber. Alors on la voit justement, cette bulle du numérique, au travers du Nasdaq, l'indice, vous le savez, des valeurs de croissance, donc cette flambée formidable donc, entre 2020 et 2021, et puis depuis donc novembre 2021, on avait atteint un sommet historique, bien ça y est, ça dégringole, vous voyez qu'on a même fait au plus bas 29,2% de baisse depuis donc novembre 2021, c'est assez incroyable, on atteint un plancher depuis novembre 2020. Vous voyez, donc on a quasiment oublié, effacé la période d'euphorie entre guillemets liée à la bulle du numérique, elle-même liée à la pandémie. Donc là, au moment où on parle, on a seulement 27,4% de baisse, c'est quand même pas rien. Et donc ce qui veut dire que, attention, là aussi, on a cette bulle qui se dégonfle. Là, on pense notamment à ceux qui ont investi en haut de la bulle, on les avait prévenus, mais bon, néanmoins, c'est vrai que c'est assez compliqué. Il y a également des belles valeurs, hein, entre guillemets, qui ont dégringolé. Voilà, prenons Amazon par exemple, là, on voit bien l'historique de la pandémie. Alors, arrive la pandémie, on se dit finalement, tout s'acheter via Amazon, etc. Donc ça flambe, hein, 122% de hausse. Et puis, depuis novembre dernier, ça y est, ça repart à la baisse, moins 43%. Vous voyez qu'on est revenu sur le niveau d'avril 2020. Eh oui, ça veut dire que tout l'effet positif, entre guillemets, de la pandémie, hein, il y avait beaucoup d'effets négatifs, bien sûr, mais pour certaines valeurs, eh bien, ça a alimenté la bulle. Ça y est, la fête est terminée. Alors, il y a pire, évidemment. Il y a par exemple Netflix. Hein, là aussi, on pensait qu'on allait passer notre vie devant la télé. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Espérons que ça ne sera jamais le cas d'ailleurs. Et donc, on voit bien, il y a une baisse des abonnés, bien sûr, de Netflix. Et là, le cours s'est quand même effondré. Vous voyez, on était à 700 $, quasiment, du moins 700 $. Le 17 novembre, là, on est tombé à 166 $. Vous voyez, une baisse de 75,9%. C'est assez incroyable. Et si on regarde l'historique, un plus bas depuis 2017. Donc, on a effacé toute cette belle période. Et oui, et malheureusement, tout se paye. C'est-à-dire que globalement, on a souvent ces bulles qui se dégonflent. C'est la vie normale, hein, de la finance, de l'économie. Donc, c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Est-ce que ça remontera? Certainement, globalement, mais c'est vrai que la baisse des abonnés, malheureusement, risque de se produire. Donc, il faut être très, très prudent sur l'ensemble de ces valeurs du numérique qui sont en train, bien sûr, de se dégonfler. Alors, évidemment, le fer de lance de cette bulle, ça a été les crypto-monnaies. On a même dit très souvent, hein, j'ai entendu, hein, et moi-même critiqué parfois, en disant que les crypto-monnaies, c'est la valeur refuge, c'est sur ça qu'il faut investir, je dirais, à tout va, il n'y a aucun danger, etc.
Bon, alors encore une fois, hein, je sais que les crypto-monnaies sont un petit peu devenues une religion, alors je ne mets pas en cause bien sûr la blockchain, c'est formidable, etc. Mais quand même, encore une fois, on voit cet effondrement. Alors oui, on a atteint des sommets, mais regardez, moins 60% de baisse depuis novembre 2021. Alors c'est vrai que c'est très volatile, hein, ça remonte, là on est remonté à plus de 30 000 $ au moment où on parle pour le Bitcoin. Alors bien sûr, c'est plus que ce qu'il y avait en 2017, où évidemment quand on avait un Bitcoin à 1 $, ça c'est évident, mais néanmoins pour ceux qui ont investi au sommet des bulles, on se rend bien compte que c'est un placement extrêmement dangereux, extrêmement volatile. Donc il faut bien sûr rester très très prudent. C'est pas parce que ça a baissé de moins 60% que ça ne peut pas encore baisser, parce que j'entendais soi-disant des spécialistes des bitcoins nous dire, ou des crypto-monnaies nous dire, bah oui, on ne sait pas trop où ça va aller. C'est ça qui est dangereux, c'est ça évidemment qu'il faut bien comprendre, c'est que pourquoi je n'ai jamais fait de prévision sur les crypto-monnaies, parce qu'on ne peut pas en faire. Moi je fais des prévisions sur la base des fondamentaux économiques. Alors là malheureusement il n'y a pas vraiment de fondamentaux économiques. Le marché boursier, il y a des entreprises, sur l'euro-dollar, il y a les États-Unis, il y a la zone euro. Là, c'est très compliqué. Donc voilà effectivement le désarroi dans lequel se trouvent les investisseurs. Et surtout que toutes les crypto-monnaies s'effondrent. J'en ai mis quelques-unes. L'Ethereum, par exemple, à moins 62,6% depuis novembre dernier. Le Doge également, on pensait que c'était l'avenir. Là aussi, quand même, moins 88,8% depuis mai 2021. Vous voyez que c'est quand même assez inquiétant. Et le XRP, là aussi, vous voyez on avait eu un cours d'introduction autour des 2 $. Là, on est bien en deçà. Vous voyez, moins 80,6% donc depuis janvier 2018, moins 79% en un an. Bon, que dire, voilà, c'est-à-dire que, évidemment, ceux qui ont acheté au sommet, on pense à vous, on vous avait prévenu, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors ça pourra remonter, bien entendu, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça reste extrêmement volatile, et je ne peux pas, en ce qui me concerne, conseiller effectivement des pères de famille d'investir dans ces crypto-monnaies, puisque ça reste extrêmement dangereux, et ce n'est pas maîtrisable. Alors, ce qui est maîtrisable par contre, c'est effectivement l'évolution de l'économie mondiale. Et là, ce qui a évidemment en partie généré ce krach boursier, ce krach global, ça a été l'effondrement de l'économie chinoise. C'est vrai que les Chinois, de nouveau avec ce Covid-19, referment leur économie. Ça va un peu mieux depuis quelques heures, nous dit-on, mais néanmoins, on voit les indicateurs avancer. Là, c'est l'indicateur des directeurs d'achat. Donc, vous connaissez l'enquête, il y a une barre à 50. La courbe rouge, c'est dans l'industrie. La courbe verte, c'est dans les services. Donc, vous voyez qu'on est largement en deçà. On est sur des plus bas des plus bas depuis la pandémie, du début 2020 pour la Chine, et donc ça c'est le PIB chinois qui a déjà bien ralenti. On voit qu'on pourrait avoir un glissement annuel négatif du PIB chinois, donc c'est évidemment particulièrement dangereux. Derniers chiffres qui viennent de sortir hier même, la production industrielle, les ventes au détail, regardez, ça y est, on est en territoire négatif, on est à plus de moins 2,9% pour l'industrie, pour la production industrielle, donc moins 11,1% pour les ventes au détail, c'est-à-dire la consommation. Donc les Chinois ne consomment pas. Alors par contre, ce qui est fou, c'est qu'ils continuent malgré tout d'exporter. Donc là, ils ont battu un record d'excédent commercial, vous voyez, 744 milliards quasiment donc de dollars en avril 2022. Donc on continue d'acheter effectivement chinois, on n'a rien compris, ça évidemment, malheureusement, le reset n'a pas complètement eu lieu pour l'instant, mais néanmoins, il faut savoir qu'il y a énormément de bateaux justement qui attendent devant les ports chinois, soit pour livrer, soit pour prendre des marchandises et les livrer à travers le monde. Donc ce ralentissement chinois va évidemment avoir des conséquences, notamment sur l'inflation, parce que si on est déjà sur des pénuries, donc ces pénuries vont augmenter, ce qui va aggraver encore les tensions inflationnistes. Donc attention, grande prudence sur l'économie chinoise, qui va évidemment, comme d'habitude, s'en sortir. On le voit ici, et ça, ce sont les réserves de change de la Chine, elle est déjà en train de les utiliser. On avait 4 000 milliards de dollars, par exemple, en 2015. On a utilisé 1 000 milliards pour relancer la machine en 2015, ce qui a permis d'éviter à la Chine une grave crise. Là, c'est pareil. Alors, ça avait augmenté pendant la pandémie. Ça y est, on utilise progressivement. Alors, 50, 100 milliards par-ci, par-là, donc de réserves de change pour relancer l'économie chinoise, pour éviter le pire. En plus de ça, les Chinois, évidemment, ils actionnent l'arme du taux de change. Là, on voit le yuan, avec cet effondrement du yuan contre le dollar, ce qui permet de soutenir également les exportations chinoises. Donc, attention, les Chinois, c'est China first, c'est encore pire que les Américains. Donc, ce qui veut dire que d'abord, ils vont se servir, et puis les pénuries pour les autres, on verra ça après. Donc, ce qui veut dire que ça va alimenter encore les pressions inflationnistes pour demain. Et d'ailleurs, ça aussi, dernier chiffre qui vient de sortir aux États-Unis, eh bien, c'est l'inflation américaine. On nous dit, oui, globalement, ça y est, l'inflation, on a atteint un plus haut. Oui, enfin, on est quand même, vous voyez, ça c'est l'inflation globale. Alors, c'est vrai que ça a un petit peu baissé, on est à 6,3%, à 8,3% après, donc 8,5%, mais ça reste quand même des sommets depuis décembre 81. Hors énergie, pareil, voilà, on est passé de 6,5 à 6,3, des sommets depuis août 1982. Donc c'est ça aujourd'hui qui montre que l'inflation est toujours là, elle va rester, elle va peut-être certainement connaître un plateau, mais néanmoins, ça risque d'aggraver la situation économique
économique. Je vous ai montré également ici, toujours aux États-Unis, l'indicateur avancé, les prix à la production qui viennent de sortir également. Vous voyez, on se maintient à 11% de hausse, un sommet depuis janvier 1981. Ça, c'est la courbe rouge. La courbe bleue, c'est l'inflation. Donc, on voit qu'elle peut encore augmenter, l'inflation américaine. On a exactement le même phénomène dans la zone euro, si ce n'est qu'en plus de cela, on a l'euro qui baisse. Et donc, quand l'euro baisse, ça augmente l'inflation importée, donc ça aggrave l'inflation globale. Ça, c'est effectivement le vrai danger. Donc, vous voyez que ce qui se passe en Chine, évidemment, ça a des conséquences sur les marchés, mais ça a également des conséquences économiques chez nous très concrètes, notamment au travers de l'inflation qui reste toujours sur des sommets. On en reparlera bien entendu, avec donc cet euro-dollar qui s'est effondré. Vous voyez, on a même touché, donc on a baissé au total de 9,4% depuis janvier 2022, 15,6% depuis janvier 2021. Donc là, c'est les chiffres. Alors ça remonte un tout petit peu au moment où on parle. On revient vers les 1,05 $ pour un euro. Mais tout de même, regardez, c'est historique. On a touché donc 1,0379. Donc on est passé sous les 1,04 $ pour un euro. Et c'est pas compliqué. Vous voyez, on n'a jamais vu ça depuis janvier 2003. Donc c'est quand même un euro extrêmement faible. Et ce qui est incroyable, c'est que alors, la Banque centrale européenne commence à réagir, à dire oui, on va peut-être effectivement agir, remonter les taux, mais au mois de juillet. Pourquoi effectivement attendre? Ce déni de réalité est très très dangereux parce que vous voyez, cet écart de taux entre les taux d'intérêt américains, le taux monétaire et le taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, qui est à zéro bien sûr, eh bien c'est ce qui alimente la faiblesse de l'euro et la force du dollar. Donc évidemment, quand et si la BCE augmente les taux, ça va calmer un petit peu le jeu, mais néanmoins l'euro va rester sous pression. Et d'ailleurs, pour conclure sur l'euro-dollar, je vous ai mis deux autres monnaies parce qu'on parle souvent de l'euro-dollar, on ne va pas l'euro avec les autres devises. Et regardez l'euro-rouble par exemple. Alors là, effectivement, on voulait complètement, enfin du moins certains pensaient qu'ils allaient pouvoir tuer l'économie russe et tuer le rouble. Alors c'est vrai qu'on a, les Russes ont eu très peur. Regardez le 9 mars, le rouble contre l'euro, il fallait 127 roubles pour un euro, alors qu'il en fallait 84 le 3 janvier. Et là, regardez, maintenant il en faut 67. On est revenu sur un niveau qu'on avait, vous voyez, c'est au plus bas depuis 2017-2018. Donc c'est assez incroyable, finalement l'économie russe malgré tout résiste bien, par contre l'euro aujourd'hui est également en train de s'affaiblir. Et on a oublié que nous aussi on était menacés par la récession, par des tensions sur notre devise, par des attaques finalement sur notre devise, et si la Banque centrale européenne ne réagit pas, ça va évidemment continuer. Alors bien sûr on peut se protéger notamment avec le franc suisse, là on le voit, je vous ai mis le graphique du franc suisse, j'ai souvent des questions sur franc suisse par rapport à l'euro, donc on se maintient autour quasiment de la parité finalement, mais je rappelais que en 2007-2008 on était à 1,7 franc suisse pour un euro. Vous voyez, là, on est à 1. On voit cette appréciation énorme du franc suisse par rapport à l'euro, donc qui est ce franc suisse qui est donc resté effectivement cette valeur refuge. Donc, pour conclure, comme promis, qu'est-ce qu'on fait avec notre épargne? Il faut rester extrêmement prudent. Vous l'avez compris, les marchés boursiers, ça va rester les montagnes russes. Oui, sans mauvais jeu de mots, on va avoir une très forte volatilité. Donc, je vous ai donné déjà un range il y a déjà quelques mois sur le CAC 40. Effectivement, quand on touche les 6000, là, ça redevient intéressant à l'achat. Et puis, quand on dépasse les 6007, ça redevient intéressant à la vente. Donc voilà, il y a ce range qui va perdurer pendant au moins, je dirais, jusqu'à l'automne prochain, à partir du moment où l'inflation commencera à baisser légèrement. Par contre, bien sûr, les dettes publiques, il faut toujours les délaisser parce que malgré le ralentissement, on voit que les taux d'intérêt restent élevés. On est toujours autour des 1,5% sur le taux de 10 ans français, par exemple, autour des 3% sur le taux de 10 ans italien. Donc il faut délaisser les dettes publiques, c'est extrêmement dangereux. Conserver, bien sûr, les obligations indexées sur l'inflation. Je l'avais dit déjà il y a quelques temps, donc ça reste un bon placement, bien entendu. On reste, même s'il y a des petites tensions comme aujourd'hui sur le dollar, mais finalement on reste sur le dollar et le franc suisse contre l'euro qui vont bien résister. L'immobilier français, ça sert bien sûr le très long terme, mais on en reparlera, c'est vrai que c'est en train là aussi de baisser au fur et à mesure, notamment dans les grandes villes, notamment à Paris, donc prudence sur l'immobilier français. Bien sûr les matières premières, bon elles restent chères, l'or on peut toujours en avoir dans le portefeuille, toujours entre 10 à 15%, la fameuse poire pour la soif, et puis bien entendu, on l'a vu, les crypto-monnaies, le bitcoin, soyez extrêmement prudents. Si vous voulez vous faire peur, effectivement, vraiment spéculer, pourquoi pas, mais encore une fois, ce n'est pas un placement de père de famille, c'est dommage de voir son épargne comme ça, fondre comme neige au soleil, alors qu'on a mis beaucoup de temps à l'accumuler. Et puis bien sûr, alors ça, je vais faire une chronique, vous inquiétez pas, une vidéo sur ce thème, les fameux 100 000 € sur les comptes bancaires. On verra. Alors c'est vrai qu'on nous parle d'un second tour des législatives où Mélenchon pourra peut-être éventuellement l'emporter. Je n'y crois pas, mais enfin on ne sait jamais. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, comme on a 2 tours, on aura une semaine pour prendre les bonnes décisions si jamais on voit qu'il y a un danger d'un Mélenchon Premier ministre. Ça ne sera certainement pas le cas, bien entendu, mais néanmoins, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le grand danger aujourd'hui, c'est que comme la Banque centrale européenne ne pourra plus financer la dette publique française et qu'elle va encore augmenter, eh bien le risque, c'est qu'on augmente les impôts, notamment sur l'épargne. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser, je dirais,
trop d'épargne dans nos portefeuilles qui dort, et c'est pourquoi il faut dynamiser nos investissements. Voilà, donc on en reparlera bien entendu parce que ça bouge tous les jours, il y a une très forte volatilité, donc restez prudents, investissez sur le long terme, portez-vous bien surtout. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.